organisé ce quatrième atelier scientifique co-organisé avec Rob Agri et l'INRAE. Et aujourd'hui, nous parlerons donc de transition et de rendre la transition possible. Et nous allons essayer d'échanger sur nos dernières progressions techniques. Et donc l'association Robagri donc est en charge de cet atelier et travaille énormément à développer des outils qui permettront l'innovation dans la recherche et en collaboration avec les agriculteurs, les industriels et les universitaires. Merci, merci Roland. Bienvenue à ce quatrième forum scientifique organisé par Robagri et l'INRAE. Je suis Stéphane Jons, donc directeur de projet, chef de projet pour Robagri. Alors, je vais vous donner une introduction, une brève introduction à ce que nous faisons au sein de l'association. Et puis, bon, on en reparlera en fin de journée également vers 17 h. Bien, donc je vais vous parler de l'association fondée il y a 5 ans. C'est à l'INREA avec Axema. Nous avons une forte implication d'un certain nombre d'entreprises comme Kuhn avec le président Jean-Michel Lebars et Christophe Roubier également. Alors, ce qui est particulier, c'est que nous essayons donc de mettre ensemble différents secteurs, de l'agriculteur à la recherche en passant par l'industrie. Alors, il est essentiel de comprendre que lorsqu'on parle de questions transverses, eh bien, nous essayons d'obtenir des résultats pour le secteur. Alors, autre point important, c'est que nous avons des groupes de travail et nous partageons nos connaissances. Et donc, chacun des 85 membres de l'association donne de son temps dans le cadre de ce groupe de travail. Alors, je vais passer rapidement sur les membres, les 85 membres de l'association. Ici, vous pouvez voir le collège machinerie avec des entreprises telles que Agco, Kuhn, j'en passe, hein, vous voyez la slide. Les fournisseurs, ils sont très variés. Il y a tous les HAC, IDAC et Proclaim de ce monde. On trouvera également Enedis, Actia, qui était avec nous dès le début. Ensuite, le collège de recherche qui est très vaste. On part de la recherche en robotique aux instituts d'agriculture appliquée. Et puis ensuite, nous avons un certain nombre d'agriculteurs qui sont en réalité des coopératives. On a le comité Champagne, par exemple, pour le vin. Et pas loin de Toulouse, nous travaillons avec une coopérative qui s'appelle Blue Whale. Ici, on est dans les fruits, surtout la pomme. Il y a la FNAMS pour les graines, Cuma. Ensuite, on peut voir nos solutions membres. Donc, dans le secteur de l'élevage bovin, nous avons d'excellents exemples. Gentil, Kuhn, Manurum. Et puis, on peut passer vers les secteurs plus traditionnels et la production de légumes. Je vais maintenant me concentrer sur nos résultats principaux, car nous fûmes fondés il y a quelques 5 ans. Et ce qui était important pour nous était d'obtenir un appel d'offres
pour le secteur de la machinerie. Et nous avons donc une enveloppe de 21 millions d'euros pour tester ce que nous appelons des prototypes. Ceci se fait dans le cadre de l'Union européenne, des activités de l'Union européenne. On peut les tester sur le terrain avec un certain nombre de partenaires, agriculteurs ou instituts agricoles. Donc un certain nombre de membres ont profité de cela et cela s'est fait donc à notre initiative parce que nous avions à l'époque fait des propositions à l'État français en ce sens c'était il y a 3 ans. Autre point important. Nous sommes en contact avec le gouvernement français et nous avons obtenu l'autorisation d'expérimenter un certain nombre de travailler sur des franchissements de voies publiques dans le cadre donc d'une expérience dans des zones rurales en particulier, principalement. Et cela permettra donc des évolutions dans le secteur parce que pour l'instant, quand on doit traverser un champ qui est séparé par exemple par une petite route, même s'il n'y a pas de circulation dessus, il faut mettre le robot sur une remorque et puis on perd énormément de temps. Et donc ça, c'est une initiative que nous avons lancée donc cette année. Et puis ensuite, il y a le grand défi robotique agricole. L'État nous a demandé d'être force de proposition afin d'obtenir en 5 ans plus d'outils opérationnels, de technologies et de machines et de les mettre à disposition des agriculteurs et de mettre en place de nouveaux itinéraires agroécologiques. Donc l'idée ici est de travailler sur la mutualisation des outils et Roland nous en parlera plus en détail cet après-midi. Je vois qui me regarde, ça fait plus de 6 minutes que je parle, donc je lui rends le micro. Merci beaucoup. Oui, merci Stéphane. Effectivement, il est vrai que nous aurons un petit peu plus de temps en fin de journée pour parler de tout cela. Mais pour cela, il faut que vous restiez ici jusqu'à la fin. Et nous avons, avant d'y arriver, une longue journée avec des présentations passionnantes. Et nous aurons également des présentations posters. On va voir quelles sont les interactions entre les robots. On va parler de sécurité en session 3 et en session 4, on parlera d'intégration et des robots dans les fermes. Alors, passons à la première session du high-tech au low-cost, ces solutions robotiques agricoles efficientes à bas coût. Et nous allons commencer avec une présentation donnée à distance, donc live de Sydney, avec Salah Soukarié. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour vous. Salah, est-ce que vous m'entendez? Oui, est-ce que vous me voyez? Oui, oui. Bonjour, comment allez-vous? Oui, je suis navré, j'ai été un petit peu retardé. Salah, vous avez la parole. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous avez la parole. Merci beaucoup de cette invitation. Navré de ne pas pouvoir vous rejoindre, mais c'est le début de l'année scolaire ici, et donc c'était un peu compliqué de ménager la chèvre et le chou. Alors, est-ce que vous voyez ma diapo? Oui, c'est parfait, ça là. Ok, super, merci beaucoup. Alors, l'organisation m'a demandé de présenter la série d'activités à laquelle nous nous sommes adonnés dans notre laboratoire ici à Sydney. Nous travaillons sur de petits robots principalement, et nous avons également étudié donc l'activité de plusieurs petits robots agissant simultanément.
Et donc, nous travaillons donc sur un certain nombre d'algorithmes et de capteurs qui nous permettent de miniaturiser notre robotique. Donc voilà, ça va être une présentation assez vaste. On parlera du travail dans les ateliers, ce que nous faisons des différentes technologies émergentes et leurs résultats concrets. Et donc j'espère que à la fin de cette présentation, eh bien vous verrez ce que nous considérons sont les principaux domaines de recherche et quels sont les domaines de recherche clés. On parlera un petit peu des opportunités commerciales et opérationnelles, notamment en ce qui concerne donc la mise sur le terrain de toutes ces solutions. Ensuite, je prendrai un petit peu de temps pour vous parler donc de ce que l'on appelle la transition vers la robotique pour 90% des agriculteurs. Et donc, bien sûr, en tant que communauté, il faudra voir si nos technologies pourront le permettre. Et puis ensuite, on parlera de durabilité socio-technique et de licence sociale. On parle de travail avec un certain nombre d'agriculteurs et donc il faut savoir comment fonctionnent ces technologies et comment on peut impliquer la communauté des agriculteurs. Alors un petit peu de contexte. Mon travail a commencé il y a quelques 20 ans dans le laboratoire. Il y a 20 ans, on se concentrait surtout sur les drones. Et donc, on a apporté nos propres drones. On a dû construire nos propres drones parce qu'en fait, on ne pouvait pas les acheter à l'époque. Et donc, et notre, bien sûr, point d'intérêt, c'était l'observation, le contrôle de la nature. Donc, on survolait les fermes et on collectait des données. Notamment, on a travaillé bien sûr sur l'identification des adventices. Donc, on a commencé donc en 2004 à peu près notre travail sur les drones et en 2014-2015, donc grosso modo 10 ans plus tard, les drones étaient déjà beaucoup utilisés par les agriculteurs. Et donc, on n'était plus uniquement cantonné à la recherche. Et donc, il s'est posé la question de la distribution de ces solutions. Mais bon, voilà. Nous avons commencé à construire des drones et les faire voler. Et puis, pour les agriculteurs, c'était super parce que l'on pouvait détecter les mauvaises herbes, mais pas plus. Donc, il a fallu trouver des solutions ensuite pour s'y attaquer. Et donc, on a mis en place un certain nombre de robots qui fonctionnaient avec différentes sources d'énergie. Ça pouvait être de l'énergie solaire ou autre. Et cela permettait à de petits agriculteurs ensuite d'utiliser ces robots à différentes fins. Donc voilà, ça c'était notre processus. Et ensuite, on a trouvé des partenariats en Australie et pour développer ces technologies et les partager. Alors, du point de vue de la recherche scientifique, nous, ce qui nous intéressait, c'était l'autonomie et la prise de décision. Et donc, il y a tout un tas d'algorithmes qu'il faut intégrer à la robotique. Et donc, tout d'abord, il fallait comprendre, enfin, parler aux agriculteurs, comprendre quels étaient leurs besoins et ensuite essayer de trouver des solutions. Par exemple, on travaillait avec des arboriculteurs et puis on voyait un petit peu quelles sont les différentes étapes de la production d'une pomme. Et on a essayé de comprendre un petit peu ce qui se passait sur le terrain. Et puis, on a essayé de voir un petit peu ce que l'on pouvait faire pour obtenir des données et ensuite pour apporter des réponses aux différents problèmes. Et donc, il y a différentes étapes. On peut faire, par exemple, du pré-élagage et les agriculteurs, si vous voulez, ont commencé à nous expliquer exactement quelles étaient toutes les étapes du travail de l'année. Et puis, on peut voir ensuite les différentes, les différentes étapes. Mais j'aimerais attirer votre attention sur le point que
tout ce qui est en sombre et en caractère gras à l'écran, bon, on peut pas le voir malheureusement, mais vous pouvez voir toutes les informations qui étaient disponibles dans un secteur donné et on pouvait voir un petit peu quel était l'impact de ces informations sur la prise de décision. Donc par exemple, ici, pour une cueillette de qualité, eh bien, il fallait un certain nombre d'informations. Mais là, tout ce que l'on peut voir en caractère gras, on peut voir qu'il y a assez peu d'informations, mais un gros impact. Évaluation du nombre de fleurs ou compter le nombre de fruits. Ça, c'est le travail que les robots peuvent faire et qui pourront avoir un gros impact sur les opérations parce que on veut, en gros, ces domaines où on a peu d'informations, mais où l'impact est important, on veut obtenir davantage d'informations pour pouvoir avoir plus d'impact. Donc on a commencé avec un robot très simple, c'était un petit robot à 4 roues avec un certain nombre de capteurs intégrés dessus. Et bon, au début, on savait pas ce qui allait marcher, ce qui allait pas marcher. Donc là, hein, on remonte aux années, allez, 2011 à peu près. Et on a essayé, voilà, on commençait à collecter toutes les informations. Donc voilà le résultat final. Ici, on est dans un verger de mangue. Et l'objet était de compter le nombre de mangues qu'il y avait sur les arbres, sur les manguiers. Et l'idée était de pouvoir estimer le rendement. Et donc ici, on a un code couleur qu'on utilise et on voit un petit peu là les rangées. On a identifié les productions, on compte les fruits que l'on voit, qui sont sur l'arbre, et en fonction de la variété, on peut estimer quelle sera la quantité de fruits par arbre en fonction de la variété d'arbres. Donc ici, on a vraiment des données assez précises sur la récolte. Donc tout ça, bien sûr, a été le résultat de discussions avec les agriculteurs et puis on a mis en place un certain nombre de solutions. Et on va en parler d'ailleurs de ces solutions. On a fait la même chose dans le secteur du maraîchage. Ici, on est capable de détecter différents éléments. Ça, c'était le début de travail sur les batteries. Là, les panneaux solaires commençaient à être un petit peu plus efficaces et les batteries également. Donc ici, on a construit un robot assez générique qui nous permettait de faire des choses. On pouvait étudier des cultures de différentes tailles, on pouvait élargir, écarter les roues, donc on pouvait ajuster à différentes tailles de rangée, et puis on pouvait lever ou baisser les capteurs. Donc on pouvait étudier différents types de cultures. Donc voici un exemple un petit peu du... Voilà, on peut voir le robot. C'est un robot 4 roues motrices. Voilà, on peut manœuvrer facilement entre les rangées et puis passer d'une rangée à l'autre également c'est facilement. Alors ici, bien sûr, ce sont des rangées qui ont été définies avec un laser GPS et donc on a pu utiliser la technologie GPS pour le robot. Mais comme vous le savez, la plupart des tracteurs ne respectent pas forcément les marquages GPS et du coup, le robot s'adapte au passage du tracteur. Les agriculteurs nous ont ensuite demandé si l'on pouvait avoir une plateforme peut-être un petit peu plus opérationnelle. Donc ce que vous avez vu précédemment, c'était une version assez simple avec une technologie batterie assez basique. On a amélioré la navigation, les algorithmes d'intelligence artificielle également, on les a améliorés pour avoir des informations en temps réel. Et puis on a un certain nombre d'outils mécatroniques que l'on peut utiliser à différentes fins. Donc ça, c'est un robot qui avait une autonomie de 12-15 heures par temps ensoleillé.
Mais en améliorant les panneaux solaires, on avait une autonomie de quasi 24 heures avec une puissance de 280 watts et on a un poids de 250 kg au total. Donc ce ratio puissance-poids est assez intéressant parce que et ça nous permet d'avancer à 6-8 km/h sur la ferme. Donc toutes ces informations ont été rassemblées et le robot pouvait donc avancer, reculer, manœuvrer. Et ici, on avait des techniques en temps réel euh, pour détecter différentes choses. Euh, on peut étudier les formes, on peut étudier prendre en compte le mouvement, on peut identifier les plantes et on peut également identifier les mauvaises herbes. Et donc, on a commencé à jouer avec un certain nombre d'outils mécatroniques. Ça, c'était en 2016. Et ici, on fait un petit peu de désherbage mécanique. Et ici, on arrive à enlever les mauvaises herbes et on évite les plantes. Donc ici, on voit le système avance et là, on peut faire même donc de l'arrosage de précision. La structure du robot a dû être réalisée pour permettre de la flexibilité. Parce que quand on travaille sur ces allées, parce que c'est un petit robot, donc s'il est trop rigide, euh, on a le sol aurait été impacté. Donc on a dû travailler, améliorer la flexibilité, mettre les bonnes suspensions pour que les roues restent sur le terrain, restent sur le sol. Mais cela veut dire également beaucoup de mouvements. Et donc, quand on fait un travail de désherbage de précision, d'arrosage de précision, il ne faut pas que le robot tangue de trop. Parce que bien sûr, la surface du sol n'est pas plane. Donc ici, on utilise des algorithmes de traçage pour pouvoir détecter chaque plan individuellement. Et on a ces cercles noirs qui représentent l'activité autour du plan. Ensuite, il y a la forme du robot. Il y a pas mal d'air qui passe sous le robot. Donc ici, on est sur un champ, l'air passe, l'air circule. Et donc si, bien sûr, on arrose, ben, c'est quelque chose qu'il faut prendre en considération également. Il y a également d'autres domaines de recherche que nous allons prendre en considération pour pouvoir faire en sorte que cela fonctionne bien. Alors, je vous ai montré, voilà, à l'origine, on travaillait dans l'arboriculture. Et donc l'idée c'était de voir comment est-ce que l'on peut utiliser ce robot, donc que ce soit pour du maraîchage, les légumes ou pour les fruits, l'arboriculture. Et donc ici on a des bandes GPS pour avoir la couverture GPS. On a parfois du mal à avoir le signal GPS quand on est sous le couvert. Mais ici, on a 4 roues motrices, donc on a pas mal de flexibilité. Et puis on a ici, on a ce mât avec un récepteur GPS et donc ça permet donc de garder le signal. Et bien sûr, il fallait ici un élément de localisation. Et donc ici, on pouvait travailler en temps réel. Et pour pouvoir travailler, on avait des algorithmes de traçage pour pouvoir suivre les manœuvres du robot en temps réel. Mais on va voir ça ici, dans cette vidéo. Voilà, ici, on voit les pommes. Et ici, on a un petit pistolet qui pulvérise un produit sur chaque pomme en temps réel. On voit l'activité en temps réel. Alors ici, on voit également l'activité du robot et bien sûr le pistolet, un stabilisateur, ce qui lui permet de ne pas être impacté par les vibrations du robot. Alors, on ne savait pas exactement ce qui se passait. On ne savait pas tout à fait, oui.
bon, on n'y connaissait pas grand-chose en arboriculture et on ne savait pas pourquoi il fallait faire les choses, mais du point de vue de la robotique, c'était quelque chose de tout à fait nouveau. Et là, on peut explorer les différentes techniques les plus appropriées. Et donc, ici, il était intéressant, effectivement, pour nous de pulvériser les différents fruits, mais pour la mouche du fruit, il faut pouvoir pulvériser sur le feuillage, mais sans toucher la pomme. Et donc ici, pareil, cela implique de la pulvérisation de précision. Mais ça, je pense que c'est des choses que vous avez déjà vues. Du point de vue de la recherche, ici, on essaie de voir un petit peu plus que ce que le robot peut faire dans cet environnement. Il y a tout l'aspect étude des données. Et donc, on va explorer un petit peu l'avenir de la recherche à l'avenir. En bas, ici, on a un actif réel et on crée un jumeau numérique. Et donc, on réalise le travail sur la ferme, mais on le réalise également de façon numérique. Et donc, l'agriculteur ici, ou l'agronome, peut interagir avec des actifs autonomes et on peut avoir un système d'apprentissage automatique progressif. Et on est en train d'essayer de pousser les limites de ce nouveau domaine de recherche. Donc on essaie de voir comment les robots fonctionnent, on essaye de déterminer en même temps les usages, et puis on essaye également de numériser les différents aspects du travail. Et bien sûr, le robot, lui, collecte les données, mais l'humain, lui, comprend les systèmes. Et donc, on essaye de lier un petit peu ces deux aspects pour pouvoir progresser et améliorer nos résultats. Donc, ici, on a des flux d'informations et les flux d'action vont dans l'autre sens. Et donc ici, on a une espèce de... Voilà, c'est ce qu'on appelle le machine learning. Et on a également du co-apprentissage, donc apprentissage de la machine, mais apprentissage également pour l'homme. Et donc ici, on a pas mal de systèmes autonomes qui sont décentralisés, mais qui sont tous suivis en temps réel. Et ensuite, sur le plan de l'action, on veut pouvoir, bien sûr, comprendre quel est notre impact en temps réel pour avoir des aides, par exemple, à la récolte. Et on essaie de voir un petit peu comment on peut optimiser tous ces outils. Donc voilà, ça ce sont quelques pistes de recherche pour l'avenir. Nous avons eu l'occasion d'explorer ce que cela signifie d'opérationnaliser cette activité et de la commercialiser. Et pour moi, personnellement, ça a été une expérience extrêmement riche, tout ce processus de rendre des machines opérationnelles et ensuite de les commercialiser. L'ACFR, donc ça c'est mon laboratoire qui fait partie de la faculté de l'université de Sydney. Et donc, on travaille avec des industries, notamment avec Aguerris, et on est en train de se tourner vers les différentes activités de commercialisation. Mais dans le cadre des travaux de notre laboratoire, on obtenait du financement universitaire, mais on faisait énormément d'analyses économiques. C'était une partie très importante parce que c'est quelque chose que les agriculteurs voulaient. Donc, on avait des consultants économiques, des économistes, on parlait avec les agriculteurs d'un côté, et on essaye de comprendre un petit peu quel est le bon produit sur lequel on veut travailler, sur quelle technologie il faut concentrer ses efforts. On peut par exemple cibler des activités telles que par exemple l'arboriculture où 70% du coût est de la main-d'œuvre. Donc ici la main-d'œuvre est un poste de coût qui est très important et peut-être que là on peut trouver des solutions robotiques qui vont réduire ces coûts. Et quand un robot fait par exemple du désherbage, il peut faire beaucoup d'autres choses, hein. Il peut faire du désherbage
désherbage, mais il peut également faire de la pulvérisation, de l'arrosage, il y a de la cueillette parfois, bon bref. Donc, quand on parle commercialisation, on parle coût, bien sûr. Donc ici, on a des panneaux solaires plats. On a des outils qui sont relativement basiques. Si on rend l'outil trop modulaire, alors le coût augmente. Donc il y a des architectures variées qu'il fallait développer pour trouver le bon rapport qualité-prix. La batterie ici représente un poids de 120-130 kg. Bon, tout dépend du nombre de batteries que l'on veut. Ici, on n'utilise que 230 watts d'énergie, mais on peut générer 300 watts à partir des panneaux solaires qui sont au-dessus. Donc, on commence à voir qu'en fonction de comment on construit, on peut réduire le poids des machines et donc le ratio poids-puissance augmente et donc cela permet d'utiliser le robot plus longtemps et puis également de minimiser la compaction du sol, le compactage du sol. Bien sûr, il fallait de petits robots que l'on puisse transporter facilement, typiquement avec une voiture, une remorque, une petite remorque ou un pick-up. Voilà, quelques vidéos maintenant pour vous montrer ce qui a été réalisé. Donc ici, on avait un programme de 3 ans. Et en 3 ans, on a programmé différents robots. Donc, ils utilisent le GPS pour se déplacer. Alors, sauf entre les rangées, là, on n'utilise pas le GPS parce que toutes les formes n'avaient pas cette précision d'information sur leurs différentes rangées. Et puis ensuite, bien sûr, il y a on a commencé à faire de la recherche de données sur les cultures, mais ici, on arrive à créer une carte, une véritable cartographie des fruits ou des légumes que l'on a. On peut voir également quels sont les légumes qui ne poussent pas comme il faut, qui ont des problèmes de croissance. Et là, on peut avoir on peut créer des histogrammes, on peut voir quelle est la pression des adventices. Enfin bref, on a énormément d'informations ici qui nous ont permis ensuite d'ajuster nos solutions. Donc voici encore une solution de désherbage, détection de mauvaises herbes et on les enlève au fur et à mesure. Si les mauvaises herbes sont trop près de la plante, alors l'outil les laisse, c'est l'agriculteur qui le fait manuellement. Et ça permet bien sûr de minimiser les dégâts. Voilà, petite conclusion maintenant. Donc on a passé 3 ans sur ce projet. Ça a été assez dur parce que les débuts ne furent pas faciles et puis il a fallu trouver les investissements. Donc toutes les entreprises que vous voyez ici à l'atelier n'étaient pas forcément là au début et puis c'est un processus difficile d'impliquer ces différentes entités. Troisième chose dont je voulais vous parler, c'est la façon dont on commence à se pencher sur le travail dans les pays en développement. Donc ici, les robots sont de plus en plus petits. Ici, toute l'électronique, toute la partie intelligente de la machine est dans les roues en réalité, donc ce qui permet d'avoir des machines extrêmement compactes. Et donc là, on a un robot que l'on peut facilement ranger dans une voiture, transporter dans une voiture. Ici, on a des robots d'environ 50 kg et là, on peut faire du travail en temps réel sur différentes cultures. On a été financé par le gouvernement et on a pu tester ceci en Indonésie. Donc on a été dans une zone qui s'appelle Andum en Indonésie où il y a beaucoup d'agriculture. Et à l'origine, on se disait, mais bon, pourquoi est-ce que ça va les intéresser? Parce que c'est une technologie qui est quand même très avancée pour des petites exploitations agricoles. Et
Donc on était dans cette région Asie-Pacifique et on avait le même problème, mais avec des échelles économiques différentes. Mais les gens ne veulent plus travailler sur les fermes, ils veulent aller vers les villes. Il y a le changement climatique en plus qui affecte les plantes, leur croissance. On a de moins en moins de compréhension de l'utilisation quant à l'utilisation des produits chimiques. Et donc ici, la robotique et l'intelligence artificielle peuvent aider de façon significative à faire face à ces différents défis et surmonter ces difficultés. Et là, bien sûr, la robotique a été très importante. Ici, petite vidéo qui vous montre donc le type d'activité. Donc, on a de Jakarta à Bandung. On assemble le robot et on fait une petite démo de ce qui peut être fait. Alors, ici, ce que l'on peut voir, donc ici, c'est une petite ferme. Mais bon, ils commencent à utiliser des couches plastiques, donc ils sont déjà un petit peu plus avancés. Donc ici, on a un petit téléphone mobile là, sur la perche entre les deux roues. Et on a essayé de voir ce que l'on pouvait faire en utilisant un téléphone portable pour toute la partie donc vidéo et puissance de calcul. Et en fait, voilà ce que l'on obtient. Bon, ça bouge un petit peu, mais on arrive à maintenir le téléphone à la verticale. Donc ce sont des outils vraiment très très simples et faciles à mettre en place et en œuvre. Autre point, mais on en reparlera plus tard, il faut travailler avec les communautés. Et donc ça, c'était une petite boutique qui était pas loin parce qu'il faut arriver à construire, mettre en place ces outils et puis peut-être les maintenir. Alors certains agriculteurs ont demandé des outils supplémentaires. Donc ici, on a des systèmes de vision pour les guider sur la route ou entre les différentes rangées. Donc ce sont vraiment des systèmes de guidage et de navigation qui sont très simples. Et avec le téléphone portable ici, on a des algorithmes qui permettent de détecter les plantes individuelles et on peut avoir des estimations de rendement. Et puis ici, là, on a un outil, par exemple, d'arrosage. Donc on peut l'allumer ou l'éteindre, arroser, pendre. Donc ce sont des solutions qui sont vraiment low cost et faciles à mettre en œuvre. C'est très modulaire. Et ce robot que je vous ai montré auparavant, c'est un robot qui est pour les petites fermes, mais si on a des fermes un petit peu plus grandes, alors il suffit de modifier un petit peu la configuration. Et donc voilà, ça va peut-être utiliser un petit peu plus de batterie, mais c'est tout. Et on a également eu l'occasion d'aller à Fidji et dans les îles Samoa pour tester cela. Alors ici, on va peut-être s'arrêter. Ici, vous pouvez voir sur quoi on s'est concentré quand on a emmené ces robots vers ces pays en développement. On a essayé de voir comment on pouvait les utiliser sur leur ferme. La technologie, ici, réduit les coûts et rend l'activité plus intelligente. Et donc le gouvernement veut qu'on se concentre sur trois choses. Parler aux agriculteurs, prouver que la technologie montre qu'elle est intéressante pour eux et comprendre quels sont les besoins de formation dans ces pays. Et troisièmement, étudier l'opportunité économique. Donc même en tant qu'ingénieur, il y avait différentes dimensions, différentes métriques à prendre en compte pour pouvoir distribuer ces outils. On a travaillé avec différents partenaires, bien sûr, ça a été très important, notamment dans les pays en développement. Il faut comprendre le contexte culturel, le contexte social, le contexte économique également et climatique. Et donc, voici un petit peu une vidéo. Là, on voit la logistique. Ici, on veut un robot que l'on puisse transporter facilement. On passe d'une ferme à une autre, donc il faut pouvoir les nettoyer. Donc ici, petit nettoyage à la brosse à dents. Et ici, on peut réduire la taille du robot à la demande. Donc voilà une petite vidéo de ce que l'on a fait en action. Ça, c'était à Fidji, un site remarquable, absolument magnifique.
Et là, on a essayé de voir comment la technologie pouvait fonctionner. On travaille avec des agriculteurs qui utilisent encore la force animale pour travailler leur sol. L'objectif ici est de déplacer un robot de façon facile sur différents terrains, plus ou moins facile d'accès. Il faut pouvoir le monter, le déplacer facilement. Voilà, c'est un mécanisme assez simple. On essaie de maintenir la technologie la plus simple possible pour pouvoir l'utiliser de façon facile. Ici, on a fait des petites démonstrations de pulvérisation et de désherbage. Donc, ça a été un grand succès. Et puis on est même passé par l'arboriculture, détection des fruits individuels, étude de la densité des fruits, pulvérisation. On a fait des choses vraiment très très simples, mais efficaces. Et dernier point dont je voulais parler, licence sociale et la durabilité socio-technique. Donc on a eu cette opportunité parce qu'on a été financé par le gouvernement australien et on a amené ces robots dans les écoles pour qu'ils fassent partie de la formation afin de faire en sorte que de ramener la jeune génération vers les fermes. Et je sais que ces solutions robotiques, on comprend la différence quand on parle à un agriculteur qui a 16 ans et lui expliquer la technologie et par opposition un agriculteur qui aurait 25 ans ou plus. Et c'est un défi pour nous parce que on a besoin de différentes interfaces utilisateurs pour pouvoir s'adresser, bien sûr, et en plus, bon, effectivement, les agriculteurs ne peuvent pas tous se permettre d'avoir des ingénieurs, des informaticiens sur leurs exploitations. Donc l'idée, c'est de faire en sorte d'impliquer, d'intégrer ce type de technologie. Donc on a donné un robot à une école pendant 6 mois et on avait 20 écoles et donc on avait 4 robots. Et donc ça a été un programme sur plusieurs années où ces robots ont tourné et on les laissait, on les donnait aux enfants. Et en l'espace de 6 mois, ils apprenaient les techniques de GPS, comment coder un robot, comment construire des outils d'impression 3D pour le robot, pour pouvoir l'utiliser sur la ferme. Et voici autre chose. Ici, on a un guide d'études de 90 pages où on parle de robots d'agriculture et comment on peut les utiliser et comment on peut innover avec. Et ce qu'on a remarqué, c'est que ce programme de 3 ans, à la suite de ce programme, eh bien, le nombre d'enfants qui ont adopté des études scientifiques en secondaire et qui ont considéré en plus l'agriculture après un cursus scientifique a augmenté. Et donc ça, bien sûr, ça n'est pas que en Australie. On a pu observer la même chose dans les pays en développement. Et ça, bien sûr, ça a été une grande motivation pour les agences gouvernementales parce qu'ils veulent encourager les jeunes générations à faire partie de cette nouvelle génération d'agriculteurs. Donc, ma dernière diapo ici se penche sur différents aspects que j'aimerais évoquer avec vous. Lorsque on étudie les pays en développement, on se rend compte que beaucoup de choses doivent être en open source. Et bien sûr, il faut peut-être repenser la façon dont on fait de l'agritechnologie. Il y a énormément de téléphones pas chers qui sortent, ce qui rend des logiciels faciles et donc on peut faire utiliser des techniques d'apprentissage de machines en temps réel, l'impression 3D. Ici, il y a différentes machines qui sont de plus en plus disponibles et accessibles surtout. Et puis, il faut étudier le contexte du pays dans lequel on est. Ici, on regarde le marché du scooter électrique. Parce que bien sûr, ceci pourrait être la base de la construction et de la durabilité, de la maintenance des futurs systèmes agricoles. Il suffit de prendre un scooter, le démonter et le remonter, je sais pas, en robot agricole. Une fois qu'on a toutes ces technologies, finalement, et sous le coude, ça peut être très intéressant. Donc, voilà ce que nous avons fait
dans notre laboratoire. Je vous ai parlé un petit peu de la recherche, je vous ai parlé des défis commerciaux, des opportunités également qui viennent avec, et de notre travail dans les pays émergents, et on a parlé également de l'impact social. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette présentation passionnante. Alors, vous voyez, vous avez entendu les applaudissements. Nous avons le temps de prendre quelques questions. Alors, les panélistes peuvent me rejoindre. Est-ce que vous avez des questions à l'attention de notre orateur, Salah Sucarié? Vous avez parlé des évaluations. Est-ce que vous évaluez également le taux d'acceptabilité des futurs utilisateurs, des agriculteurs? Je crois que c'est très important de comprendre les éléments de ce qui est possible de faire, c'est-à-dire la technologie, on doit l'amener sur les sites agricoles, comprendre leur structure et ensuite analyser a posteriori comment ils ont utilisé ces robots. Je crois que ce qui est très important également, c'est que cette durabilité, elle doit se faire sur le temps, sur 3 à 5 ans, pour bien mesurer l'impact. Alors, nous avons plus d'une centaine de personnes. Il y a des micros. Si vous souhaitez poser des questions, n'hésitez pas à lever la main et nous vous passerons un micro pour que votre question soit... Non. Ah, voilà une question. Hi, thank you for your talk. Merci beaucoup pour cette présentation. Avez-vous pensé à la baisse des coûts? Parce qu'on parlait des pays émergents. Seront-ils capables d'acheter une grosse flotte de robots qui remplacera la main-d'œuvre très bon marché? Je crois qu'il y a deux volets à cette question. On peut baisser les coûts avec ce qui est disponible dans leur communauté. Alors, on a pu travailler avec les locaux pour avoir justement des pièces détachées moins chères. Et ensuite, le business model, eh bien, il faut qu'il interagisse. Et vous avez tout à fait raison, là-bas, la main-d'œuvre est très bon marché. Donc, c'est vraiment les mêmes problèmes qu'on va avoir dans d'autres pays. Et il faut réduire les coûts et utiliser un business model qui soit adéquat. Et nous utilisons des consultants qui viennent en fait, arrivent à réduire les coûts, à trouver des moyens pour réduire les coûts pour les agriculteurs et des personnes qui vont en fait gérer ces robots et les faire fonctionner sur les exploitations agricoles. Et évidemment, ils reçoivent des honoraires pour ceci, ou alors ils font partie intégrante du process agricole et ils intègrent l'exploitation agricole. Et on voit que ceci se développe beaucoup dans ces pays émergents. Merci. Alors, nous allons continuer dans notre programme. Encore un grand merci, Salah, pour votre présentation qui nous a tous impressionnés. Nous allons maintenant passer à Jörger Viles. Il est ici, il va nous rejoindre. On va parler donc des perceptions donc pour les grandes récoltes. Et il représente l'université de Limoges en France. Bonjour à tous, mon nom est Jorge Aviles
et je suis doctorant avec le laboratoire. Et vous voyez ici Xlim, et vous voyez ici les membres qui travaillent, donc les membres du laboratoire. Pour ma présentation, je vais parler de la perception visuelle donc des cultures et des mauvaises herbes. Avant de commencer, j'aimerais parler des problèmes que nous cherchons à résoudre. Chaque année, environ 40% de la production de nourriture est perdue à cause des nuisibles, manifestations diverses, et différents facteurs qui viennent perturber les cultures. Tout d'abord, nous avons des problèmes abiotiques avec la température, l'eau, les problèmes d'irrigation et d'éléments nutritifs. Et nous avons d'un autre côté des problèmes biologiques, les nuisibles, les animaux nuisibles, les éléments pathogènes et enfin les mauvaises herbes. Nous avons des facteurs émergents et pour les mauvaises herbes, nous avons différents types de mauvaises herbes qui viennent perturber les cultures. Pour éradiquer les mauvaises herbes, nous utilisons 3,5 millions de tonnes de pesticides qui sont utilisés à travers le monde par an pour essayer d'atténuer ce problème. Avec les pesticides, évidemment, la qualité des récoltes est grandement améliorée. Ceci étant dit, directement ou indirectement, cela pollue les sols, l'eau et l'écosystème en général. En France, aujourd'hui, nous parlons beaucoup de l'impact sur l'écosystème de ces pesticides. C'est la raison pour laquelle le gouvernement français a créé le Challenge Rose, qui cherche à mettre en place des campagnes d'évaluation pour mesurer les progrès apportés par les différentes solutions. Quels sont les problèmes et quelles sont les solutions à apporter. Nous avons différentes tâches. Tout d'abord, la détection des mauvaises herbes sur les récoltes, sur les cultures. Et ensuite, l'intervention mondiale avec la détection, la décision et l'action. Et l'action également sur les mauvaises herbes, le désherbage. Vous pouvez voir ici un problème typique sur lequel nous travaillons. Nous avons les mauvaises herbes et il faut évidemment éradiquer les mauvaises herbes. Vous pouvez voir ici deux distances. La première correspond à la distance entre les rangées de plantation. Et la première fois, donc, il s'agit du maïs. Donc ici, tout est planté de manière tout à fait parallèle, avec des distances bien distinctes, alors que pour les mauvaises herbes, les distances sont entre 8 et 50 cm. Nous avons ce Challenge Rose, nous avons participé à plusieurs projets avec Equiconditions, différents projets, et nous avons apporté des solutions différentes. Pour le projet, nous avons proposé 3 équipes ont parlé de désherbage mécanique et ensuite il y a eu également un désherbage électrique. Le Challenge Rose a été coordonné par le Laboratoire national de météorologie et par l'INRAE. Tout s'est déroulé en France et vous pouvez voir certaines de ces images. Ça, c'était donc le contexte et la problématique générale que nous devions résoudre. Alors, les solutions. Nous avons proposé, l'équipe est formée avec 3 différents sous-équipes. Alors, vous avez le laboratoire Slim et Savary, et cette approche consistait en un désherbage
mécanique avec une plateforme expérimentale, comme vous pouvez le voir sur l'image de gauche. Et il y a beaucoup de systèmes de perception également, avec des caméras et des centres d'immersion. Et nous utilisons ces systèmes pour extraire un maximum de données. Nous avons rencontré beaucoup de problèmes, mais on peut vraiment surligner 3 gros problèmes. Tout d'abord, après la navigation autonome et le désherbage autonome. Comment faire la classification des cultures? Pour la détection des cultures, en bas à gauche, vous voyez le schéma général de l'approche qui a été proposée avec 2 sous-systèmes. Le premier qui est en navigation autonome en bleu et le deuxième qui est donc basé sur le désherbage autonome. Les deux utilisent le même système de détection et les mêmes algorithmes pour estimer les cultures. Mais nous proposons des algorithmes pour détecter les caractéristiques physiques, mais nous n'utilisons pas l'intelligence artificielle typique qui est utilisée aujourd'hui. Pour ceci, nous évaluons sur cette image, vous pouvez voir ici pour le maïs, durant les différentes phases de croissance. Et la plante a différentes caractéristiques selon son niveau de croissance. Et nous exploitons ces données, par exemple la couleur, la taille de la plante, le nombre de feuilles, et nous utilisons toutes ces informations. Tout d'abord, nous avons testé différents index pour mettre en lumière cette détection, comme vous le voyez en haut à droite. Ensuite, nous séparons la végétation de son environnement et vous avez différentes colorations. Ceci évidemment dépend de la lumière et de l'illumination que nous avons eu durant les tests. Et ensuite, nous devons filtrer donc les plantes qui nous intéressent dans ces cultures. Et on peut ainsi estimer la coordination de ces plantes. Vous voyez ici, de ce végétal, vous voyez ici la détection des cultures basées sur les caractéristiques physiques. Vous voyez les index de transformation et les résultats finaux. Cette vidéo montre la détection des mauvaises herbes. Nous pouvons ainsi estimer pour le maïs, qui est notre plante d'intérêt, le végétal d'intérêt ici, que donc ces mauvaises herbes qui ne sont pas au départ détectées. Parce que ici, l'approche se base sur le végétal qui nous intéresse. Et au fur et à mesure que le tracteur avance, on peut percevoir et détecter différentes plantes et les estimer et seulement isoler le végétal d'intérêt, ici le maïs. Donc la détection de la culture, c'est un problème qui est donc résolu. Aujourd'hui, comment exploiter ces données, cette information? Alors, avec le même schéma général, la navigation autonome et cette approche que nous utilisons ici nous permet de faire des corrections de trajectoire. Et une fois que nous avons toutes les données de coordination, il faut alors estimer les lignes pour chaque parcelle. Et comme je l'ai dit au début, pour le maïs, on a 2 lignes bien parallèles, mais là, il en faut 3. Nous obtenons pour chaque ligne des lignes droites, pardon, pas parallèles. Et lorsque je parlais de lignes parallèles que j'ai projetées sur l'image,
Ça s'appelle, donc c'est le point, nous arrivons à un point. Donc l'étape numéro 1, tout d'abord, il faut mettre à part vraiment mettre de côté chaque plante végétale d'intérêt et estimer chacune de ces lignes. Enfin, nous avons le paramètre de chacune de ces lignes que l'on peut alors utiliser. Et ceci, vous avez donc une solution linéaire. On peut imaginer que dans le cas du maïs, nous aurions deux systèmes, deux équations qui est formée par deux lignes. Normalement, on peut utiliser n'importe quel système algébrique pour résoudre ce système, mais ici, il nous faut trois lignes. Donc peut-être il n'y a pas de solution puisqu'il y avait trois lignes droites. C'est la raison pour laquelle nous avons proposé donc la solution qui nous permet de corriger la trajectoire. L'objectif étant d'examiner où était ce point d'effacement, le vanishing point en anglais. Et le point vert doit rester au centre de ces lignes parallèles. Donc voici les résultats que nous avons obtenus sur la vidéo. Ensuite, une fois que la première phase de détection et de navigation autonome est réalisée, il faut enfin passer au désherbage autonome, basé encore une fois sur les caractéristiques physiques. Et comme vous pouvez le voir, on utilise le même système de détection pour les outils de navigation. Et il y a deux systèmes qui utilisent le même algorithme et ils opèrent de manière simultanée. Et cette approche a été proposée pour résoudre la problématique du désherbage. Donc désherbage mécanique tout d'abord, puisqu'on peut détecter correctement les récoltes et les différencier des mauvaises herbes. Il faut donc protéger le maïs. Et pour ceci, nous créons comme vous voyez ici dans la formule présentée, et donc au fur et à mesure que la plateforme avance, lorsque la culture est détectée, l'outil de désherbage est désactivé pour protéger la culture et ne pas l'endommager. Et vous voyez ici, on appelle ça la sonde de protection, qui est définie pour éviter, encore une fois, d'endommager la culture. Une fois que la mauvaise herbe est détectée, alors l'outil de désherbage est activé pour éliminer cette mauvaise herbe. Enfin, nous avons proposé un système à un concours international qui s'appelait le concours ACRE européen. Et nous avons présenté les mêmes caractéristiques. Mais la plus grande différence était en ce qui concernait la navigation autonome. Car nous avons testé notre système sur une parcelle. C'était pour faire la différence entre le maïs et les mauvaises herbes. Et ici, c'était complètement différent pour la navigation autonome, car nous avons considéré 4 différentes parcelles qui correspondaient aux mêmes cultures et aux mêmes mauvaises herbes, mais pour la deuxième partie de l'exercice, les parcelles ont été modifiées. On commençait avec du maïs, ensuite on parlait au sorgho, et on a dû tourner pour continuer avec la navigation, et cette parcelle a été modifiée. Pas complètement, ce n'étaient pas des lignes droites, mais des tournants et des virages pour vraiment tester la capacité de cette approche. Et nous avons utilisé une différente plateforme, comme vous pouvez le voir à l'écran, avec des configurations différentes. C'est le même système de détection, frontale et proximale. Et vous voyez ici dans cette vidéo de navigation autonome,
C'est vraiment un champ agricole d'expérimentation. Nous avons beaucoup de situations de défis à relever. Il n'y a pas de contrôle sur le système d'illumination, par exemple d'éclairage ou de compactage des sols. Enfin, voici le graphique des résultats obtenus et on peut isoler l'orientation de la plateforme. Et voilà, c'est tout, c'est ce que je voulais vous dire. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci. Déjà, vous avez déjà fini. Merci beaucoup, Jorge. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? N'hésitez pas à lever la main. Moi, j'ai une question pour vous, Jorge. En ce qui concerne la détection, si on imagine que nous avons plusieurs types de cultures différentes, est-ce qu'on peut quand même travailler avec ce type de culture? Si vous avez du maïs et puis une autre culture, est-ce qu'on peut l'adapter? Oui, absolument. Pour l'instant, l'algorithme détecte seulement le maïs de la mauvaise herbe, mais comme je l'ai présenté, nous avons évalué les caractéristiques physiques de chaque plante pour obtenir les bons paramètres que l'on pourra plus tard intégrer dans l'algorithme. Ah, une question. Bonjour. J'ai une question très spécifique concernant le désherbage électrique. Est-ce que vous avez vu comment ça pouvait système racinaire? Est-ce que le système électrique peut endommager le système racinaire des plantes? On a utilisé le désherbage électrique et une des équipes qui avait participé au Challenge Rose avait utilisé, en fait, c'était un désherbage mécanique, mais on peut évidemment substituer notre désherbage mécanique par un désherbage électrique et on peut comparer les données. Pour le moment, on n'a utilisé que le système mécanique, donc on ne peut pas évaluer l'impact du désherbage électrique. Merci pour votre présentation. Vous parlez de la perception visuelle, mais il y a également une caméra embarquée sur la plateforme avec des capteurs. Donc, comme je l'ai dit, nous avions différents capteurs, mais comme je l'ai dit, nous considérons seulement les données de la caméra. On interagit également avec les données, mais ici j'ai seulement présenté les résultats de l'aspect visuel. Alors, le micro est un petit peu loin. Intervention hors micro. La cabine d'interprétation n'entend pas la question. Comme je l'ai dit, réponse à la question, nous avons participé à ce concours Rose et selon les caractéristiques des cultures à détecter, nous avons proposé des solutions adaptées à chaque culture en fait. Merci beaucoup, Jorge. Et nous allons passer à la présentation suivante. Encore un grand merci à vous. Ricardo va maintenant nous parler, qui vient du Politecnico di Milano. Et nous parler des méthodes d'adaptation dans le domaine de la segmentation visuelle entre les cultures et les mauvaises herbes. Bonjour à tous et à toutes, Riccardo Bertoglio, et je vais présenter aujourd'hui une étude sur les méthodes pour l'adaptation, pour la segmentation visuelle.
entre les cultures et les mauvaises herbes. Et donc je vais vous en parler plus en avant, mais j'aimerais tout d'abord me présenter un petit peu. Je fais partie du laboratoire de robotique et d'intelligence artificielle de l'Université de Milan en Italie. Et mon travail de recherche porte sur l'application des technologies numériques au niveau de l'agriculture, la robotique, l'analyse des données, etc. Donc, quelle est la segmentation sémantique? En fait, c'est la tâche qu'on donne à chaque pixel d'image. Dans le cas de l'agriculture, par exemple, si vous avez une image qui est prise sur un champ, il faut pouvoir lui apporter des classifications pour faire la segmentation entre la culture et la mauvaise herbe pour détruire ensuite la mauvaise herbe. Et l'adaptation, qu'est-ce que ça veut dire? Adaptation de domaine. Soyons pragmatiques. Si vous le souhaitez, je peux vous donner toutes les formules mathématiques, etc., la marge de distribution. Mais en fait, on va être un robot. Donc, un robot de désherbage. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit d'abord collecter des images, car nous devons lui donner un modèle. Il faudra une caméra embarquée, certainement, pour la segmentation sémantique, pour détecter les mauvaises herbes. Donc, on va d'abord collecter et recueillir ces images. Ensuite, il faut les étiqueter, ces images. Et ce process va prendre plusieurs mois et va coûter de l'argent, des milliers d'euros. Et donc, il faut attendre l'année prochaine, l'année suivante. Et donc, pour la deuxième année, sur l'année 2, on retourne donc sur le champ et avec notre modèle DL, on a de la chance car les plans correspondent, les conditions sont équivalentes. Donc on va déployer notre modèle DL et on a donc des performances similaires. Donc on est très heureux et on veut encore réessayer notre modèle sur l'année 3. Et là, ah mince, cette année, avec le modèle DL, il y a un peu plus de pluie et finalement, le végétal est plus haut et les mauvaises herbes ont également poussé. Donc on déploie notre modèle DL et mince, c'est une mauvaise performance, nous sommes déçus. Donc que peut-on faire? On peut apporter un étiquetage aux nouvelles images, mais cela est très énergivore et très coûteux. Donc notre idée, c'est en fait d'adapter notre modèle de deep learning, la source de données et pour maintenir les meilleures performances dans le domaine objectif, sans passer par la case étiquetage. Donc, pour ce qui est du domaine de la source, eh bien, elle est liée, mais pas complètement égale avec le domaine de l'objectif, le target domain. Notre objectif, l'objectif de l'étude était donc de faire des recherches sur les techniques d'adaptation de domaine en vue de maintenir de bonnes performances dans les deux domaines avec des modifications de domaine. C'est la différence de la source et de l'objectif dans le set de données. Donc, quels sont les domain shifts en agriculture? Vous avez différents robots, différentes caméras. Si vous entraînez votre deep learning model et que si vous l'essayez avec la caméra sur le deuxième robot, vous aurez une dégradation des performances enregistrées. Donc ce sont des changements de domaine possibles. Ici, on l'a appelé Bip Bip, le premier robot. Le deuxième, on l'a appelé Widelec pour le concours à Creux. Et ensuite, une différente
des changements également. Le shift, pouvez avoir des années différentes, évidemment, avec le même robot et la même caméra, mais on peut donc comparer 2019 à 2021. Donc, ce sont des changements de domaine, différentes cultures, différentes situations géographiques. Donc, nous avons ici utilisé ces types d'évolution, de changement. Les images que nous avons utilisées dans notre étude ont été exploitées dans le cadre des projets ROSE et Matrix, et dans le projet ROSE avec l'utilisation de robots. Alors, il y avait Widelec et Bip Bip. Nous avons recueilli beaucoup de ces images car elles étaient similaires. Et dans le projet Matrix, il s'agit plutôt de campagnes d'évaluation de robots agricoles où nous évaluons les performances des robots dans différentes tâches comme navigation autonome. Mais si vous voulez en savoir plus, nous avons donc la page 3 à la session 4 de mon propos. Donc l'adaptation de domaine, donc vous avez ici différents types de techniques. Et dans notre cas, nous avons utilisé les techniques d'apport d'images. Donc l'apport d'images, elle est changée. Nous voulons que l'image source visualise soit la même que ce qu'on visualise pour l'image objectif, l'image cible. Donc on peut voir ici, il y a différentes caractéristiques de ces techniques que l'on peut explorer. D'abord, il y a l'amplitude, la différence d'amplitude dans la transformation Fourier. En fait, il y a un paramètre à changer et ceci exige la formation d'un réseau semi-circonvolutionnaire et il y a ensuite le transfert du cycle GAN. Ça, c'est une technique beaucoup plus complexe avec beaucoup de hyperparamètres et une formation très longue avec beaucoup de composants. Quel est donc le niveau de changement d'amplitude pour la transformation Fourier? Vous connaissez tous l'outil mathématique Fourier qui peut transformer chaque fonction périodique en une somme définie. Et vous pouvez appliquer ceci et le transformer avec différents signaux. Et on peut également appliquer ceci aux images. Grâce à ce système de transformation Fourier, avec les composants, on peut avoir l'amplitude et la phase. Et ce qui est important, c'est de diviser les apports de signaux en phase d'amplitude, car nous savons que la phase de l'image a en soi la sémantique. Et l'amplitude a le style, c'est-à-dire que nous voyons ici l'image source, une ville urbaine avec des voitures de jour, et nous avons la même image avec l'image cible, une autre rue, mais de nuit. Et alors on va appliquer ceci, l'image cible sur l'image source, et alors l'amplitude va transporter le style. Alors on peut faire une inversion, donc inversion de l'amplitude. Et nous avons ici, à droite, cette image. Vous voyez, la sémantique est la même, avec la même rue, avec la même image source, les mêmes voitures, les arbres. Et c'est de nuit. Donc ça a le style de l'image cible. Vous voyez ici en bêta, on l'utilise uniquement dans le paramètre dont j'ai parlé. Il faut donc décider de savoir quel est le niveau d'amplitude que l'on va inverser. Si vous regardez les fréquences basses, c'est bêta grandit. Alors l'autotransfert va être beaucoup plus important et il faut introduire des artefacts. Donc c'est vraiment une compensation, il faut arriver à un compromis.
Et comme je vous l'ai dit, il y a des complexes beaucoup plus complexes où le cycle GAN avec transfert d'images, mais dans le cadre d'un réseau où ici, on va transformer une image source réelle de zèbre en chevaux. Ça, c'est notre image cible. On utilise donc des générateurs et des systèmes de discrimination. Le générateur va transformer les zèbres en chevaux et le système de discrimination doit comprendre si c'est une image vraie ou fausse. Alors nous avons une vraie image de cheval dessous et le système de discrimination doit déterminer si c'est faux ou vrai. Les réseaux de générateurs sont quelquefois un petit peu créatifs. Ils ne sont pas toujours fiables. Quelquefois ça marche, pas toujours. Donc ici, les générateurs, ils ont commencé avec les 2 zèbres et il y a ici 3 chevaux. On ne sait pas pourquoi. Ils vont rajouter un cheval. Et c'est pas vraiment bien pour les cultures et les mauvaises herbes si on a des systèmes, des nombres différents qui ne correspondent pas à la réalité. Et donc les auteurs de cette étude ont ajouté un autre générateur qui a retransformé les chevaux en zèbres. Et on utilise la perte pour vérifier la différence entre l'image réelle et l'image reconstruite. Donc, en fait, si les 4 chevaux sont transformés en 4 zèbres, vous allez être pénalisé dans votre image. Donc, nous devons résoudre le grand problème. C'est fait, mais ce n'est pas encore au point, car le générateur peut transformer, par exemple, de l'eau en lac, et l'eau, on peut la transformer de nouveau à de l'herbe. Alors, il n'y a pas de cohérence sémantique. Si on rapporte ceci au pixel, il n'y a pas de préservation de la classe, du type de chaque pixel. Ce n'est pas garanti, en tout cas. Donc voici, c'est la moitié de l'architecture que nous avons mise en place, car vous avez également les chevaux qui sont translatés en zèbres, puis de nouveau en chevaux. Ah, j'ai fait une bêtise, nous dit l'orateur. Alors, vous avez ici l'architecture générale. C'est un petit peu compliqué comme ça à appréhender, mais en fait, c'est le champ que je vous ai montré tout à l'heure dans le transparent précédent. Et ici, avec l'application agricole, vous avez l'image réelle de la culture et vous le transformez donc en image source et cible, et ça change de couleur, et le sol également, et le fond change de couleur, et vous pouvez translater ceci vers le domaine source pour avoir cette cohérence dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est très importante. Mais comme je l'ai dit, ce n'était pas encore assez. Donc l'auteur de cette étude a ajouté le système IOU de perte que vous ne voyez pas sur l'image, mais sur les prédictions. Pour maintenir la cohérence sémantique, il faut que la prédiction de l'image translatée soit la même que la prédiction de l'image réelle. Pour vraiment renforcer cette préservation sémantique, on a ajouté une autre perte pour que ce soit encore plus compliqué. Au-delà de la perte IOU, nous avons la perte de phase, mais au niveau de l'image. Donc dans ce cas, nous revenons au concept de la transformation. Avant d'exploiter l'amplitude et de transfert de données, comme je l'ai dit ici, l'amplitude, ça donnait le style, et la phase, ça donnait la sémantique.
C'est ce que nous souhaitons faire ici, c'est-à-dire on veut exploiter le fait que la phase apporte la sémantique. Si on peut remettre la phase sur l'image réelle et la reconstruire, alors la différence de phase doit être minimisée. C'était notre objectif avec cette perte de phase. Donc nous avons ces méthodes artificielles qui ont été testées. Maintenant, il faut les comparer et voir leur performance. Et nous avons donc mis en place un cadre expérimental avec d'abord la formation d'une baseline pour vraiment voir votre Deep Learning Model sur l'image source et le tester directement sur l'image cible, sans rien faire. Et en général, les performances sont mauvaises parce que l'image cible est différente de l'image source. Et donc, on va maintenant exploiter notre système d'exploitation avec notre image source. On la transforme avec notre système d'adaptation. On le met dans le Deep Learning Model, le DL Model, et alors on le teste sur l'image cible. Et on espère que la performance est améliorée. Et alors, on a le Upbound. Ceci est vraiment testé et expérimenté. Et dans ce scénario, il n'y a pas les étiquetages des images cibles, car c'est très cher et très long. Mais ici, dans ce scénario, nous avons utilisé ceci, nous les avons ajoutés pour voir quelles seraient les performances avec les étiquetages. Alors, voici les résultats quantitatifs. Donc, vous avez en haut les tableaux avec les tests des différents changements de robots. Vous avions donc pour la baseline, nous avions 0,74 et Upbound, c'était 0,87. Donc, il y a une dégradation des performances. Alors, il y a ces adaptations de domaine. Il y a donc les pertes IOU et une deuxième architecture avec une autre perte de phase. Et avec la deuxième architecture avec la perte de phase, augmente réellement les performances. Au moins dans le premier scénario où on a testé l'adaptation de domaine avec les différents robots. Dans les scénarios suivants, comme pour le tableau en bas avec différentes couches, eh bien là, les résultats sont souvent, quelquefois, très mauvais. Et la baseline ici, c'est vraiment le meilleur résultat que l'on ait pu obtenir. Donc il ne s'agit pas seulement de résultats quantitatifs, mais également qualitatifs avec les robots Bip Bip et Widelec. Donc nous avons transformé ces images sources en images cibles. Et vous pouvez voir ici la transformation. Surtout regardez ici le sol. Qui se transforme dans le style de la cible. Et vous voyez ici avec le Segan, les modèles ont eu de très bons résultats. Quelquefois, la préservation sémantique n'est pas garantie, comme ici. Cette plante, ce végétal a été complètement effacé par ce modèle. Donc ici, toutes les pixels ont disparu et elles deviennent le sol. Elles se sont fondues dans le sol. Et ça, c'est donc le système Bip Bip Widelec avec les différents scénarios. Donc voici les différents scénarios comparatifs pour 2019 et 2021. Vous pouvez voir ici, on est obligé d'introduire des artefacts dans les images. Et les systèmes d'architecture, en fait, le GCLAN, CGAN, pardon,
eh bien, encore une fois, quelquefois, il y a des pixels qui disparaissent ou qui devraient disparaître et qui deviennent de la culture ou qui deviennent de la mauvaise herbe. Donc, il y a beaucoup de pertes en ligne là. Donc, la conclusion. Alors, nous avons des solutions et des techniques d'adaptation de domaine qui sont fructueuses pour vraiment pour étiqueter, labelliser de nouvelles images, mais dans tous les scénarios, elles n'ont pas eu de bons résultats. Nous avons également des techniques moins techniques, des solutions moins techniques, pardon, pour démontrer un bon compromis en termes d'efficacité et de temps utilisé. Nous avons également des solutions qui sont plus complexes avec beaucoup d'hyperparamètres. Et il faut vraiment voir sur le terrain si ceci se traduit par de bons résultats avec des bonnes données. Et il y a encore beaucoup à apprendre de ces solutions automatiques, car il n'y a pas de solution entièrement automatique avec les images sources. Donc vraiment, on est très loin aujourd'hui d'une solution complète et efficace. Si vous voulez vérifier, donc regardez, jetez un coup d'œil sur notre travail. Voici, vous avez ici toutes les données. Merci encore une fois pour votre attention. Je suis désolée, je suis pas bon pour répondre aux questions. Ne me demandez pas, ne me posez pas des questions difficiles, s'il vous plaît. Merci. De toute façon, on n'a pas le temps de poser beaucoup de questions. Moi, j'ai une petite question pour vous. Pourquoi est-ce que vous n'utilisez pas toutes ces données collectées pour concevoir un genre de simulateur ou un système numérique jumeau pour voir quelles sont les différentes... essayer de tirer les apprentissages de ceci? Vous pensez que c'est possible? Ah, je suis désolée, je n'ai pas compris la question. Donc, toutes ces données, vous pouvez en fait concevoir des systèmes de simulation ou des jumeaux numériques. Donc du coup, faire de la formation sur le jumeau numérique. Mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par jumeau numérique. En fait, ce sont des logiciels de simulation. Les images que nous avons collectées, vous voulez qu'on les remette dans un environnement comme Gazebo, etc. Et ensuite, vous pouvez changer les conditions d'éclairage, etc. Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Alors oui, on peut le faire, mais sincèrement, je ne suis pas sûre que les conditions de simulation ressemblent vraiment aux conditions réelles que l'on trouve sur les champs. Donc sincèrement, ça n'a pas trop d'objets. En fait, il faut commencer avec, là, vous commencez avec des données synthétiques et vous appliquez l'image réelle. Et vous voyez que en fait, les performances sont très mauvaises. Non, faire ça pour un scénario simulé, sincèrement, ça n'a pas d'objet. Ça ne donnera pas de bons résultats. Merci, merci infiniment. Nous allons donc passer aux derniers intervenants, Hussein Schenaibak, qui nous vient de Norvège. Et donc, il va nous parler de l'approche suiveur ou leader en robotique agricole. It will be nice to have my presentation. Merci beaucoup. Alors, je m'appelle Chouaib Barik, je suis un chercheur à Nibio. Donc, on est basé en Norvège et nous avons 5 divisions. Et je travaille surtout sur la division donc production. Nous avons différents sites un petit peu partout dans le pays et je travaille sur le plus grand centre
qui est à peu près 2 heures au nord d'Oslo. Et je fais partie donc du centre pour l'agriculture de précision et où nous essayons d'étudier la durabilité et on essaie de contribuer à une agriculture qui soit économe en ressources. Aujourd'hui, je vais vous parler donc de notre approche leader follower pour la navigation en plein champ. Mais peut-être qu'il faut vous donner un petit peu d'éléments de contexte. Donc ce travail fait partie s'intègre dans un projet qui s'appelle Ferme solaire, Solar Farm. L'idée est d'utiliser donc l'électricité générée sur la ferme pour remplacer les tracteurs qui utilisent donc de l'essence. Et l'idée est également d'utiliser des véhicules autonomes pour une fertilisation de précision afin de réduire la quantité d'intrants. Nous essayons également d'étudier ces techniques dans le cadre particulier de la météo en Norvège. J'espère que ma diapo reviendra à l'écran. Enfin bref, de toute façon je vois mon écran devant, mais le plus important c'est que peut-être que vous le voyez. Bon, enfin je vais essayer de faire ma présentation. J'ai essayé de la faire plus courte, mais s'il n'y a pas eu toute présentation, ça va pas nous aider. Ah, nous y voilà, bien. Donc peut-être deux choses que nous avons considérées. Les choses que nous considérons comme étant les choses faciles à faire, donc gestion de flotte. Et l'idée, c'est de remplacer des tracteurs lourds au diesel par des petits véhicules autonomes. Et bien sûr, on essaye d'améliorer notre efficacité en utilisant toutes les données à disposition afin de réduire la quantité d'engrais utilisés. Donc nous avons un certain nombre de tests effectués dans les champs et nous utilisons des caméras hyperspectrales pour collecter des données. Donc on utilise la S1000 RGB et qui est donc une caméra haute résolution. Et on utilise également la P4MS pour le multispectral. Et donc on a également un capteur d'azote pour donc étudier celui sur le terrain. Ensuite, bien sûr, on a nos études sur le terrain. Si on n'a pas les informations sur le champ, si on ne peut pas comparer la donnée sur le terrain, la donnée physique avec la donnée récoltée par le drone, alors ça ne sert à rien. Donc nous collectons les données et nous essayons d'inclure ceci à notre modélisation afin d'avoir les meilleures estimations dans nos modèles. Donc voici une petite explication de ce que nous faisons. Donc ici on peut voir collecte de données et application dans les champs. Ici on peut voir des paramètres tels que le rendement et l'absorption. Et ensuite on a des cartes de recommandation. Donc ici par exemple on peut voir où l'on veut appliquer l'azote dans le champ. Et donc ceci illustre un petit peu l'emploi de notre solution. Donc classiquement on épand de façon égale de l'azote dans le champ. Ici avec cette technologie on peut mettre de l'engrais uniquement aux endroits qui en ont besoin. Alors bien sûr, le problème, c'est qu'avec les épandeurs sont contrôlés par section. Donc, on peut contrôler 5 buses à la fois.
Mais nous, ce que l'on veut, c'est être aussi précis que possible. Et donc, nous avons développé notre propre épandeur de précision. Il marchait bien. Mais on a mis en place quand même un petit banc d'essai pour pouvoir tester cela de façon plus précise. Donc voici notre banc d'essai que nous avons créé afin de calibrer chaque buse. Les buses ici, ce sont des choses que l'on peut contrôler, qui permettent de contrôler la sortie du liquide. Donc on contrôle la quantité de liquide qui sort de la buse. Et personnellement, j'aime beaucoup cette photo parce que quand je dis que je travaille et que je fais des études en agriculture, bon, on a du mal à me croire quand je monte cette slide. Mais voici donc, on travaille avec un positionnement GPS et ensuite les données sont ensuite envoyées aux 25 buses. On lit la carte et on applique donc l'engrais là où on en a besoin. Donc voici un petit test que nous avons réalisé sur l'asphalte avant d'aller sur le terrain, parce que c'est plus facile de montrer sur asphalte que l'on peut contrôler chaque buse individuellement et on peut contrôler la quantité d'azote qui sort de chaque buse. Alors bien sûr ici envoyer de l'engrais sur les feuilles, ça n'est pas la façon la plus efficace de procéder, mais au moins ici on montre qu'on peut le faire. L'idée c'est de montrer que l'on peut envoyer l'engrais aussi près que possible de la racine de la plante. Alors, ensuite, bien sûr, il faut développer la navigation multivéhicule sur le terrain. Donc, on a besoin d'un système de communication qui permet à un tracteur qui est conduit par une personne de travailler avec des robots qui conduisent en même temps, à côté. Donc, nous avons développé un contrôleur de mouvement. C'est ce qui permet en réalité au robot de se déplacer dans le champ. Et on a testé donc les opérations sur les véhicules. Et ensuite, je vous parlerai peut-être de la station de charge qu'on a créée également. Alors, pour le contrôleur de mouvement, sans trop rentrer dans le détail, ce qu'on essaye de faire, c'est permettre au robot d'aller du point A au point B. C'est aussi simple que cela. Parce que si l'on veut que le robot soit en mesure de suivre le tracteur, alors d'abord, il doit être capable de se déplacer en ligne droite d'un point A à un point B. Et ensuite, en outre, il faut faire en sorte que le robot soit en mesure de communiquer avec le tracteur une fois qu'ils sont dans le champ. Alors, pour pouvoir se déplacer en ligne droite dans le champ, on a besoin d'un contrôleur de mouvement. Donc, pour simplifier la chose, le robot doit se déplacer d'un point à un autre et il faut qu'il puisse tourner. Voici l'objectif de notre contrôleur de mouvement, donc, c'est de calculer cet angle et la distance à l'objectif. Donc, voici une vidéo. Donc, c'est une véritable vidéo. On utilise le IMU, mais c'est pas fiable parce que l'on peut perdre la tête du robot. Et là, bien sûr, on avait plus d'estimation. Donc, l'estimation de la direction permet au robot de savoir où elle est dans l'espace. Et donc, nous avons ajouté des récepteurs RTK GNSS, donc c'est un système de navigation satellite. Et donc, ce sont des mots, des choses un petit peu complexes, mais ça permet de localiser le robot de façon très précise dans le champ. Et donc, on a ces capteurs et la distance entre les deux capteurs est connue et donc l'on peut estimer les différentes distances. Autre chose, il faut pouvoir ajuster le contrôleur. Donc ici l'idée, on est en train de tester un contrôleur statique afin de permettre au robot d'aller là où on veut qu'il aille. Mais le point principal ici, c'est qu'on veut un système de navigation dans le champ. Et donc, on a le tracteur qui
se déplace sur une ligne et le robot, lui, se déplace sur une autre ligne, mais à une distance prédéfinie du tracteur. Donc voici des tests que nous avons, enfin une expérience que nous avons réalisée donc dans un champ. Ici, l'on peut voir que nous avons... Non, je ne sais pas si je peux vous montrer la vidéo, mais... Est-ce que vous pouvez jouer la vidéo, s'il vous plaît? Voilà, oui, merci. Donc ici, ce que nous avons fait, c'est que nous avons donc... voilà, c'est un tracteur électrique. Donc, c'est le modèle du Ford 91, mais il a l'air ancien, mais c'est électrique. Et donc, nous avons créé une petite boîte avec un ordinateur dedans. Et on a le tracteur qui fonctionne avec le récepteur et un IMU. Et on a un point d'accès donc qui est basé sur le tracteur. Et donc, le robot, lui, est connecté au point d'accès. Et donc, on a un Wi-Fi longue distance sur le robot. Et le tracteur envoie sa position au robot en continu. Et pour le robot, le tracteur est le point de référence. Et donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on voulait tester, si vous voulez, comment le robot et l'estimation de pause est réalisée lorsque l'on se déplace dans le champ. Parce que la surface n'est pas plane. Et surtout, comme par ici, c'était donc après la récolte. Et donc, on a pas mal d'irrégularités dans le champ. Et parce que le point de référence qui est le tracteur est basé sur le GPS et sur la balise la balise qui est sur le terrain. Donc si le tracteur est un petit peu penché, ça peut se déplacer. Et donc les résultats étaient assez bons, on est relativement content. Donc l'idée c'est de vous montrer ici un petit peu comment le robot suit le tracteur, un petit peu comme un petit chien. Et puis bien sûr, on veut pouvoir tester ceci donc en conditions réelles où l'on applique donc l'engrais dans le champ avec le robot et le tracteur. Mais donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un système complètement autonome. Si on a une flotte de véhicules et que l'un veut recharger sa batterie, il n'est pas nécessaire pour l'agriculteur de descendre du tracteur et amener le robot à la station de charge. Et donc, on a un système qui est entièrement autonome. Donc, le robot se dirige automatiquement vers la station de charge. Il se gare à l'intérieur et ensuite, on a une station de charge mobile qui fait ce que fait un humain. Donc, prend un câble et puis le branche. Donc, la première phase, c'est de permettre au robot de retourner à la station de charge. Si l'on peut cliquer sur la vidéo, s'il vous plaît. Donc voilà, on a le robot qui utilise donc le GPS ou le signal GNSS, enfin un signal satellite, pour retourner vers le garage. Et puis ensuite, donc il y a communication entre l'infrastructure et le garage. Donc c'est une porte de garage, en fait, c'est relativement simple. Donc le robot envoie un signal au garage pour lui dire maintenant merci d'ouvrir la porte. Et donc il est là, la porte s'ouvre. Une fois que la porte est ouverte, le robot commence à rentrer. Mais là, on se déplace donc de l'extérieur où on a un signal GPS fiable vers l'intérieur où le signal GPS n'est plus fiable. Et donc, on a une solution assez simple qui est utilisée comme cible. Et donc là, le robot se déplace non plus grâce au GPS, mais avec donc une caméra et des capteurs. Et bien sûr, il y a des détecteurs à l'avant. Et donc, c'est ainsi que le robot rentre au garage. Le robot, donc, ici, se connecte au serveur. Il demande à la station de charge qui est à l'intérieur de se brancher pour que le robot puisse se recharger la batterie. Donc, voici ma dernière partie. Donc, ce que nous avons fait ici, si vous pouvez m'aider en jouant la vidéo, merci. Voilà, super. Donc, l'idée est que, bon, on ne voulait pas une station de charge par véhicule. Et on voulait une station de charge mobile.
Donc, il y a une station de charge mobile avec une plateforme unidirectionnelle et puis un bras robotisé. Donc ici, on identifie où se situe la prise et ensuite, grâce à la caméra, le bras robotisé va voir où est le câble et va le brancher. Donc ici, on a une lumière rouge qui clignote, qui montre qu'il y a quelque chose qui se passe et le robot et la station de charge communiquent. Donc une fois que le bras robotisé aura branché donc le câble, eh bien le robot lui dira que c'est bon. Et une fois que la batterie sera pleine, le robot enverra un signal à la station de charge pour lui dire qu'elle peut débrancher. Et donc le bras robotisé débranche le robot. Et voilà. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire avec d'autres machines. Donc voilà principalement ce que je souhaitais présenter. Merci beaucoup de votre attention. Et je serai par ici, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et comme ça, je ne prendrai pas le temps des autres. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Donc nous sommes à court de temps, donc je suggère qu'on vous pose les questions pendant la pause café. La pause café se trouve dans le bâtiment donc en face et pendant la pause café, il y a la session poster. Donc n'hésitez pas à prendre votre café en admirant les posters et on se retrouve ici à 10h40. Merci beaucoup et à tout à l'heure pour la seconde session. Merci.